Bonjour tout le monde. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un constat de ce qu'on a pu observer dans le vignoble en 2022. L'année la plus chaude jamais enregistrée. Météo France l'a annoncé dès le mois de novembre. Le mois de décembre a confirmé. Donc un millésime à garder en tête. Millésime où on a eux aussi des aléas importants sur la région. Premier épisode de gel. Puis également phénomène de grêle sur une partie du sud-ouest avec beaucoup d'hectares impactés. Si on regarde les températures, et ici sur le graphique de gauche, c'est les températures moyennes journalières à Fronton, sur la station de Fabas, vous avez toutes les données qui sont au-dessus des standards des 10 ou 20 dernières années. Vous avez 3 épisodes caniculaires consécutifs, c'est-à-dire plus de 3 jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 25 degrés. Voilà. Si vous regardez les stations du Gers, température mensuelle, vous êtes entre 2 et 4 degrés tous les mois de l'année, alors au-dessus des standards qu'on a l'habitude de connaître. Si on passe un indicateur plus spécifique de la vigne, indicateur agroclimatique, sont les cumuls de température moyenne. Il y a 2 ans de ça, j'étais venu vous faire une présentation sur l'évolution en 20 ans de ces indicateurs sur le vignoble. Et ce sont les bâtons qui sont en bleu sur les différentes stations de nos vignobles du sud-ouest, Madiran, Gers, Cahors, Fronton, Gaillac, Marcillac. Voilà. Donc vous avez l'évolution sur ces deux bâtons bleus là, sur les 2 décades, 2010 et 2010-2020, et puis vous voyez ce qu'on a subi en termes de cumul de température sur l'année 2022. On a explosé tous les records. Alors quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Vous avez également mis les températures subies dans les départements méditerranéens, l'Aude et le Gard. Vous voyez des cumuls qui sont très très importants. Si on se compare à des bases historiques de références historiques de vignobles, de classification climatique, vous voyez qu'on est dans des classes là entre 1700 et 2200 degrés jour. On a des classes climatiques qui correspondent au sud de l'Espagne. Voilà, et on est rentré de plein pied dans cette classe climatique-là en 2022. Voilà. Un autre indicateur qui a été déjà évoqué ce matin pour la vigne, 35 degrés. 35 degrés, c'est aussi un seuil à partir de laquelle l'activité de photosynthèse est vraiment très très impactée. Vous avez le nombre de jours moyen, le nombre de jours où on a eu des températures maximales supérieures à 35 degrés. En moyenne dans la région, sur les 2 dernières décades, on est à 4-5 jours à peu près, supérieur à 35 degrés. Et là, voilà, on est passé entre 20 et 30. Voilà, c'est comparable, voire supérieur à l'année 2003. En termes de température, vous imaginez, ça fait un mois où tous les jours la température dépasse les 35 degrés, donc forcément des impacts sur les organes. Ça a été évoqué, mais évidemment, en conséquence également, des impacts sur la croissance et donc sur le développement des raisins et donc sur le poids moyen des grappes cette année, qui va donc impacter le rendement. Le point important avec ces augmentations de température, c'est évidemment l'augmentation de l'évapotranspiration. On a sur nos vignobles cette année dépassé les 1000 mm annuels d'évapotranspiration, ce qui est vraiment très, 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 très important. Et ceci couplé à des précipitations qui ont été finalement en moyenne pas si faibles que ça, moins 10% si on regarde les données sur les stations, mais avec une très très forte variabilité. Vous voyez, de plus 28 à moins 36 pendant l'été, donc ce qui veut dire qu'il y a eu des zones qui ont vraiment, en plus de l'augmentation de l'évaporation, vraiment souffert de contraintes hydriques très très importantes. Quand on veut se rapprocher de la vigne, il est nécessaire de ne pas simplement regarder les pluies et le TP, mais c'est bien d'avoir des approches de bilan hydrique, ça a été présenté précédemment. Indice de sécheresse qui peut être calculé à partir de la réserve en eau du sol, des précipitations qui rentrent
sur lequel on va retrancher la transpiration de la vigne et puis l'évaporation du sol, hein, ce qui correspond à la formule présentée. Quand on fait ce genre de calcul pour pouvoir comparer un peu les déficits, les vignobles, etc., il est clair qu'il faut fixer un paramètre de parcelle. Donc dans ce cas-là, dans les résultats que je vais vous présenter, là on est pour une vigne qui va avoir 2,50 m d'écartement, 1,20 m de hauteur de feuillage et un sol enherbé, un rang sur deux. Et si on regarde sur nos différentes stations les indices de sécheresse en fin de saison observés sur ces parcelles, en fonction des types de sol, un sol qui a une réserve de 100 mm ou un sol qui a une réserve de 200 mm, vous voyez, vous avez des écarts, hein, et une zone ici, à partir de moins 100, où on considère qu'on est donc en catégorie très sec, hein, catégorie de sécheresse très sec. Si on veut comparer aux références historiques, il est important de comparer avec des sols. Ces références, elles ont été construites sur des sols qui ont une réserve de 200 mm. Vous voyez. Et si vous placez sur des sols à 200 mm, vous voyez que vous avez les zones de Madiran, par exemple, de Cahors ou de Marcillac, qui sont restées dans des classes sec modérées, hein, qui ne sont pas descendues dans des classes très secs. Et encore une fois, si on veut faire des vins rouges d'appellation, on se retrouve, hein, dans des zones favorables en fin de saison à avoir ce type de contraintes. Pour illustrer le rapport à la réserve en eau du sol, qui est un élément très important, ici je vous donne un extrait, alors, je ne sais pas si on voit très bien les différentes courbes, extrait du journal du stress hydrique, donc de l'Institut Rodinien, hein, qui donne des cartes régulières, hein, de l'évolution de la contrainte hydrique basée sur un modèle. Vous voyez, hein, quand vous êtes dans le bleu ou dans le vert, on imagine une contrainte légère, et puis quand on rentre dans le rouge, ça devient plus stressant. Donc ici, on est en juillet. Et ce que je voulais illustrer, c'était regarder les différences que l'on peut avoir en termes de comportement hydrique en fonction de la réserve en eau du sol, suivant si vous êtes sur un sol profond, hein, 180 mm, ou sur un sol superficiel, 80 mm. À date, vous avez des niveaux de déficit qui sont très importants. Donc la réserve en eau du sol, c'est le premier réservoir hydrique de la vigne, hein, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer aujourd'hui dans l'approche agronomique. On a parlé du delta C13, on vous a présenté, hein, cet indicateur, hein, comme un outil d'évaluation. Ici, deux courbes, hein, de production agronomique sur un suivi que l'on mène sur une parcelle de colombard qui a été plantée en 2012. Et vous avez le suivi depuis 2005 de la production agronomique sur cette parcelle qui n'est non irriguée. Donc, sur le graphique du haut, en marron, c'est le rendement, hein, en tonnes hectares. Et vous avez la production également des bois de taille dans le graphique du bas. Et puis les courbes bleues, c'est le niveau de delta C13, avec plus la valeur est haute, plus la valeur est vers le négatif, donc moins 27, et plus la vigne est faiblement en contrainte par rapport à, si on tend vers moins 22, où on est en contrainte hydrique. Tout ça pour illustrer le millésime 2002, hein, qui est ici. Voilà. Et vous voyez qu'on a un impact très très important de la production agronomique, hein, assez lié à la contrainte hydrique. On a en 2022 donc à peu près la moitié de la production sur cette parcelle, également en bois de taille, qui a été impactée si on regarde par rapport à la moyenne agronomique produite sur cette parcelle. Voilà. Donc on a des impacts très très forts, hein, sur la croissance des différents stress subis, que ce soit hydrique et thermique. Utiliser le delta C13 pour caractériser nos cépages du sud-ouest qui sont en conservatoire, des cépages anciens. On a été déçus par les résultats qu'on a observés cette année, c'est-à-dire qu'en fait, on voit un découplage quand même entre le comportement de la plante et la valeur de delta C13 observée. Ici en rouge, vous avez le Guillemot, le Mansin vert, le Camaraou et le Affronton et le Malpais en Aveyron, qui nous donnent des valeurs de delta C13 qui ne sont pas très en contrainte. Et pourtant, cette année, ces vignes, ces variétés, sur leurs parcelles, hein, présentaient des contraintes, des symptômes de contrainte très marqués, de défoliation.
Donc attention à juste cet indicateur pour caractériser dans nos comportements. Ça a été expliqué un peu précédemment. Je pense qu'il faut utiliser beaucoup plus d'autres indicateurs, coupler cet indicateur delta C13 à d'autres indicateurs pour pouvoir caractériser ces cépages. C'est dommage parce que l'année 2022 se prêtait bien à une évaluation. Voilà. Conclusion pour moi, ça va assez vite. Et quelques perspectives. Donc 2022, année de référence. Voilà, on avait 2003 avant pour ces modèles-là, mais les standards de 2050, ils sont en 2002. Ça va être après la fréquence de réapparition de ce type de millésime. Attention, c'est-à-dire si ce millésime-là devient un millésime moyen, ça veut dire qu'on aura des millésimes encore plus extrêmes. Voilà. Donc pour moi, dès aujourd'hui, si on peut envisager des règles d'adaptation, aujourd'hui, faire des plantations sur des parcelles à forte réserve utile, intégrer vraiment cette notion de réserve utile dans les plantations dès aujourd'hui, pour des vignes qui seront là pour les 20 ou 30 prochaines années, c'est absolument indispensable. Évidemment, à raisonner par rapport aux porte-greffes en fonction des régions et peut-être repenser aussi notre approche vers ces porte-greffes. Voilà. La caractérisation des cépages, évidemment, et des nouvelles variétés, c'est un enjeu majeur. Quels indicateurs? Donc ça, c'est à nous d'y travailler. Et puis, je voudrais faire un petit focus sur le projet SoAdapt, qui a un projet ici dans le sud-ouest, porté par l'IFV, en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture, qui a pour objectif de cartographier les zones vulnérables, mais aussi les zones de ressources dans la région, sur les différents vignobles du sud-ouest. Donc, un projet qui vient de démarrer et qu'on espère vous présenter les résultats très prochainement. Voilà, je vous remercie de votre attention.